Député Léon Basile Ahossi, député G13, membre de la commission politique de supervision de la LEPI. Bonjour, honorable. Bonjour. Je rappelle qu'au titre de la CPS LEPI, vous êtes précisément le coordonnateur du département Atlantique. Bien sûr. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la réalisation de la LEPI dans ce département? Merci de me donner l'occasion de dire quelques mots à nos auditeurs et à nos concitoyens sur ces questions d'actualité. Où en est-on dans le département de l'Atlantique pour la réalisation du RENA et de la LEPI? Je dirais que le département de l'Atlantique est au même point que tout le territoire national. C'est vrai que ça n'évolue pas comme on l'aurait souhaité. C'est vrai qu'il y a des difficultés. L'opération est vaste, l'opération est immense. Il y a beaucoup de difficultés, mais les choses avancent. Seulement que cela n'avance pas au rythme qu'on aurait souhaité. Mais ça avance tout doucement. Et puis, j'avoue qu'il y a des dysfonctionnements à partir de nous-mêmes qui dirigeons les opérations, et cela fait que les populations s'inquiètent à raison. Les populations et la classe politique s'inquiètent à raison, mais moi, à partir de la CPS, d'où j'observe les choses, j'ai le devoir de dire aux gens, courage, on va y arriver. Et de quel dysfonctionnement parlez-vous? Oh, mais vous savez que les ténors de l'Union fait la nation ont rencontré le chef de l'État. D'ailleurs, je voudrais profiter pour saluer la démarche du chef de l'État qui a consisté à chercher à rencontrer tous les acteurs de la classe politique béninoise. Donc, je disais que les ténors de l'Union fait la nation ont rencontré le chef de l'État, mais ce n'était pas pour prendre du café, c'était pour des questions sérieuses. Et moi, en tant que membre de la commission politique de supervision de RENA LEPI, je les ai compris. Moi-même, j'avais des inquiétudes. Je ne dirais pas la date d'aujourd'hui que ces inquiétudes-là sont éteintes. Seulement parce que nous ne gérons pas les choses comme il faut, parce que nous ne faisons pas les choses comme il faut, parce que nous ne mettons pas chaque chose à sa place. Il y a vraiment des dysfonctionnements sur lesquels je ne voudrais pas m'étendre ce matin, parce que nous sommes entrés dans un processus où il faut corriger les choses. Mais il faut reconnaître que globalement, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la CPS est mal dirigée. La CPS est très mal dirigée. Les choses se passent comme si c'était une entreprise personnelle. D'ailleurs, le chef de l'État a demandé qu'on fasse un bilan à mi-parcours. Moi, j'appelle ça, en ce qui concerne la CPS, un audit interne. Et je suis sûr qu'après cela, si tel que le superviseur général l'a promis au chef de l'État, il corrigeait le tir, nous pourrions avancer et avoir quelque espoir. Vous dites que les choses n'avancent pas comme il le faut, mais avancent tout de même. Est-ce que vous voulez dire que le calendrier, par exemple, le dernier calendrier n'est pas respecté également? Non, même le dernier calendrier est déjà faussé. Le dernier calendrier est faussé. Nous avons d'énormes difficultés. C'est vrai que nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Nous travaillons dans un hôtel où il n'y a pas de table, de chaises, mais où il y a des lits, de très beaux lits. Mais ce n'est pas de cela que nous avons besoin. C'est vrai aussi que le superviseur général fait tout. Il fait tout pratiquement seul. Il n'associe pas les autres membres de la CPS. Juste là. Bien sûr. Mais je vais vous donner un tout petit exemple. Hier, j'étais chez moi, le téléphone sonne. On me dit, c'est de la part du superviseur général. Votre assistant a une mission pour demain dimanche. On ne peut pas travailler comme ça. Là, on ne peut pas aboutir à un bon résultat. Un assistant, c'est un cadre de conception. Il n'a pas été prévenu en semaine. Samedi, on téléphone, on dit dimanche, il va en mission. Bon, naturellement, l'intérêt. Moi, j'ai dit à la standardiste qui m'a appelé que je ne suis pas sûr que vous ayez mon assistant demain. Mais quand je l'ai appelé, il était hors de Cotonou et très loin de Cotonou. Je vous donne cet exemple. Or,
ces questions de mission, c'est des choses dont on devrait discuter, programmer, briefer les assistants pour savoir ce qu'ils iraient faire. Moi, je crois que c'est vrai que le chef de l'État s'est impliqué, ça va s'améliorer, mais cet exemple qui me date d'hier me prouve que nous ne sommes pas prêts à changer et je continue d'avoir des craintes pour ce que nous sommes en train de faire. Et cela se répand non pas seulement dans l'Atlantique pour la zone qui vous concerne, mais au plan national carrément. Non, tout le territoire est traité à la même enseigne parce que il n'y a pas de raison de privilégier un département par rapport à l'autre. Sur tout le territoire, les difficultés s'observent, le dysfonctionnement est net, mais avec l'évaluation à mi-parcours, nous espérons ardemment que les choses vont se corriger et nous donner quelque espoir d'espérer. Sinon, tel que ça se passe, je ne suis pas très optimiste. Les choses vont être corrigées, vous dites. Est-ce que, par exemple, les problèmes de prix ont déjà été réglés? Oui, vous savez, nous ne devons pas regarder la réalisation du RNER de la LEPI en termes de gains financiers. Mais c'est des problèmes qui se posent. C'est vrai que c'est des problèmes qui se posent, mais avec la crise financière, le gouvernement, tous les gouvernements des pays sous-développés, même j'allais dire, même des pays développés, les États-Unis se sont mis pratiquement à privatiser les banques. Ça veut dire qu'il y a des difficultés partout. L'État fait, sur le plan financier, je dois dire que le gouvernement fait les petits efforts qu'il faut pour que ça démarre. Le budget a été pas très bien élaboré. Ça a fait qu'on a prévu des choses qui se sont révélées par la suite insuffisantes. On est en train de prendre des mesures, on a corrigé certaines choses, on continue le débat là-dessus, mais cela ne devrait pas fondamentalement bloquer les choses. Cela ne devrait pas bloquer les choses. Mais maintenant, il n'y a que dans les recrutements des gens qui travaillent, on ne se retrouve pas. Moi, j'ai dit au chef de l'État le 7 janvier, quand il nous a reçus, j'ai dit, Monsieur le Président de la République, je suis de la CPS, mais je suis incapable de vous faire le point de ce qui se passe à la CPS. Simplement parce qu'il y a un blackout, le superviseur général a installé un état-major auquel très peu de gens ont accès. Très peu de gens. Vous avez besoin d'une information pour traiter une fiche, mais on vous dit, si le superviseur général ne donne pas les instructions, vous ne les avez pas. Assez sympa par mesure de sécurité. Ça. Mais si on doit prendre des mesures de sécurité par rapport à nous, qui sommes chargés de réaliser la chose, alors autant aller se confier à Dieu. Parce que, en principe, le secrétariat général administratif devrait coordonner tout cela. Parce qu'on a un secrétariat général administratif. On a un secrétariat général qui s'occupe de l'administration. Même Mme Moupé, qui est responsable de ce secrétariat, elle a très peu d'informations. Elle en a très peu. Alors, mesure de précaution, pourquoi? Si c'est des choses secrètes, alors on nomme une seule personne qui gère du début à la fin. Mais nous sommes 15 et plus de 12 personnes ne savent pas ce qui se passe réellement. Je trouve que ça fait partie des dysfonctionnements, ça fait partie des causes de blocage. Vous l'avez dit tantôt, vous avez été reçu par le chef de l'État, mais qu'est-ce qui a filtré de l'entretien des échanges? Oui, le chef de l'État, j'ai remarqué, j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas au courant de beaucoup de choses, On lui a dit, même il est arrivé qu'un député FCBE que je reconnais, tout le monde reconnaît pour sa patience, son sang-froid, est sorti de ses gonds pour dénoncer le superviseur général, pour le chef de l'État. Mais il y a des choses qui nous bloquent. Même le FCBE, vous dites? Un député FCBE, l'honorable Chabisika, que je salue au passage parce qu'il s'implique beaucoup dans la réussite de cette mission. Mais il a été obligé de dire certaines choses. Le chef de l'État a dit, mais parlez au superviseur général pour que ça ne se passe plus. Quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on voulait envoyer les cartographes sur le terrain, cela relève de la Mirena. On a formé les équipes. Le supérieur général dit que c'est lui qui signe les états. Qui va être superviseur, qui ne va pas l'être, qui va être ceci, cela. Mais on a perdu 4 jours pour lancer l'opération. Parce qu'il tenait à le signer. Mais cela ne relève pas de ses compétences. Et c'est écrit.
dans le Mais PS. bien sûr, cela ne relève pas de ses compétences. La CPS n'est pas un organe d'exécution. La CPS veille à ce que les choses se passent bien et que les choses soient respectées. Ce que la Mirena fait, nous surveillons pour que ça se passe bien. Un deuxième exemple. Mais le président de la Mirena est l'ordonnateur du budget de la Mirena. Mais pour faire des décaissements, le supérieur général a demandé à voir, à paraffer, à viser. Mais ces choses-là, la concentration extrême du pouvoir, cela ne nous permet pas d'avancer. Ça, là, le député l'a dénoncé devant le chef de l'État. Et moi aussi, j'ai dit au chef de l'État. Parce que, qu'il vous souvienne que des députés ont signé une proposition de loi pour abroger la loi 2009-10 du 13 mai. Moi, je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Ce n'est pas parce que les autres, je trouve qu'ils ont tort. Ce n'est pas parce que je ne partage pas leurs inquiétudes. J'ai dit, je ne signe pas, je vais faire le combat de l'intérieur pour corriger ce qui peut être corrigé. Parce que, en fait, les reproches s'adressent à la CPS. Mais cela se résume pratiquement au superviseur général. Mais moi, je dis, avec certains autres collègues, nous allons faire le combat de l'intérieur pour corriger les choses. Au lieu de l'extérieur, de tirer sur la CPS, nous allons faire. Mais je comprends parfaitement les motivations. Je comprends, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. Donc, ces choses-là, si on ne fait pas attention, je l'ai dit au chef de l'État, si on ne fait pas attention, si nous, ce que nous essayons de l'intérieur, nous sommes un certain nombre. Le professeur Bako était en mission au Niger, je n'ai pas pu échanger avec lui sur la question. L'honorable Tchokodo avait des problèmes de santé, mais j'ai vu le président d'Assundo, j'ai dit, bon, faisons une démarche pour arrêter cette affaire d'abrogation de la loi sur la lépie. Mais lorsqu'on se présente devant les autres, ce qu'ils disent, on a honte. On a honte. Et je l'ai dit au chef de l'État, si vous ne faites rien, nous aussi, on ira grossir les rangs de ceux-là et on va mettre fin à la chose. Parce que personne n'a envie d'être comptable de la gabégie politico-financière qui se prépare au niveau de la CPS. À vous entendre, on a l'impression que le gros problème que connaît cette opération de réalisation de la lépie aujourd'hui, sans exagérer, c'est le superviseur général. Mais tout le monde le sait. Posez la question à un autre membre de la CPS, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même les FCBE qui l'ont placé à la tête de la CPS, ils le savent. Aujourd'hui, je crois, ils sont dépités. Ils sont dépités, c'est un sentiment de découragement. Mais, comme je l'ai dit, après ce que j'appelle l'audit interne qui se prépare, les choses, je l'espère, vont s'améliorer. Mais si elles ne s'améliorent pas, alors ce serait vraiment dommage pour nous. Et le chef de l'État, après vous avoir écouté, qu'est-ce qu'il a suggéré Mais il a dit au superviseur, partagez ce que vous faites avec les autres. Associez tout le monde. Si vous le faites seul, les gens vont vous soupçonner. Le chef de... Mais même la société civile a dit des choses qui prouvent qu'elle n'est pas contente de la façon dont ça se passe. Donc, tout le monde, tous ceux qui étaient là, et l'Union fait la nation qui a été reçue avant nous, et nous autres, membres de la CPS qui avons pris la parole, et la société civile, mais tout revenait, tout était centré sur le superviseur général. Bon, le chef de l'État lui a beaucoup parlé, ça, j'ai aimé. Il lui a dit, mais il faut partager les informations, faites travailler tout le monde, que chacun sache ce qui se passe. Je l'espère, comme je le dis, que après cet audit interne, les choses vont s'améliorer. Parce qu'il n'est pas question qu'on ait englouti tant d'argent et puis que tout ça là soit vraiment nul. Ça ne va pas être bien. Mais si on doit le faire pour que ça débouche, parce qu'on n'aurait pas compris, pour que ça débouche sur la violence, autant ne pas le faire. Est-ce que vous croyez, comme certains, que le superviseur général aurait des intentions, des motivations inavouées? Non, non. Moi, je ne parle pas d'intention, je ne parle pas de motivation. Je constate, comme beaucoup d'autres, comme la plupart, comme pratiquement tout le monde, je dirais, que la gestion qui est faite de la CPS et de la Mirena n'est pas bonne. Il exerce une tutelle trop étouffante sur la Mirena, qui est la structure technique
Moi, je ne suis pas démographe, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas informaticien, mais ceux-là qui doivent faire le travail, je crois qu'il ne faut pas les enchaîner parce que la loi a dit sous la tutelle. Non, il y a tellement de choses qui se passent que moi, je ne lui prête pas d'intention particulière, mais vous savez, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je trouve qu'il exerce un pouvoir un peu trop absolu et cela n'est pas de nature à arranger les choses. Vous avez dit Mirena, mais ce qui étonne, c'est que la Mirena ne s'en plaint jamais. C'est parce que vous n'avez pas cherché à les entendre, la Mirena. Mais quand vous aurez fini l'émission avec moi, appelez le président de la Mirena. Peut-être qu'il ne voudra pas vous parler devant un micro. Moi, je le fais parce que je suis un indépendant d'esprit. Ou bien appeler n'importe quel moment, ils vous diront. Mais ils ont rencontré le chef de l'État. Ils ont exprimé les mêmes inquiétudes que tout le monde par rapport à la même personne. Ça, je vous le dis. Donc, cherchez à les rencontrer, vous en entendrez davantage. Cette LEPI consensuelle souhaitée aujourd'hui pourra-t-elle être réalisée pour les élections présidentielles et législatives de 2011 ? Moi, la seule réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que c'est mon souhait. Ce n'est pas le souhait du député Ahossi seul, c'est le souhait de la grande majorité de notre peuple, y compris les ténors de l'Union fait la nation. Parce que lorsque l'Union fait la nation a fait sa première sortie, qui a dit qu'il faut arrêter cette chose, moi j'ai rencontré certains responsables parce que dans le protocole d'accord qui a été signé entre les présidents Mbedji, pas Mbedji, excusez-moi, le président Amoussou, le président Idji, le candidat Boni Yahi et le président Liadi Soglo, il a été clairement dit que dès l'installation du nouveau président, il faut commencer la LEPI. Cela veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. À l'époque de Ouloguédé, ce qu'on appelle. Oui, entre les deux tours. Entre les deux tours. Bon, ils ont dit, dans le protocole d'accord, le document que j'ai, que je garde précieusement, ils ont parlé de ça, qu'il faut réaliser la LEPI dès l'installation du nouveau président. Alors, ceux-là n'ont vraiment pas de raison de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas le faire. C'est véritablement les conditions dans lesquelles ça se passe. J'ai rencontré le président Mbedji parce que moi, de la CPS, je préfère mener le combat de l'intérieur, comme je l'ai dit. J'ai rencontré le président Mbedji. Il m'a dit, mais, monsieur Ahossi, la LEPI, ça va être une bonne chose. Mais tel que ça se passe, il y a trop d'opacité, trop de flou. Mais on craint que cela débouche sur une violence. Et moi, je partage leur opinion. Comment faire pour que tout le monde adhère? C'est cela que nous appelons la LEPI consensuelle. Alors, si après cette évaluation que le chef de l'État a ordonnée, on peut arriver à trouver une formule, je souhaite qu'en 2011, on aille aux élections avec la LEPI. C'est vrai que le temps est limité. Vous souhaitez, mais est-ce que le temps le permet? Est-ce que techniquement, aujourd'hui, on peut y arriver? Puisque 2011, c'est un calendrier. Hein? Oui. Techniquement, je suis un peu inquiet, mais je dois avouer que je ne fais pas partie des techniciens. Je fais partie des politiques qui contrôlent. Si les gens de la Mirena, on a encore des rencontres dès le début de la semaine, s'ils réajustent, bon, parce que je vais vous donner un exemple. Dans les zones de dénombrement électoral, les ZE, on a ZDE, on avait dit qu'il fallait rassembler ZDE, c'est quoi? Zone de dénombrement électoral. On devait mettre par exemple 2 départements. On est en train d'envisager de mettre 4 à la fois. On ne peut pas faire ça à la fois, simultanément sur tout le territoire. On voulait faire 2 départements. On finit, on prend 2 autres. Maintenant, on envisage de mettre 4. Au lieu de faire 2 à la fois, on fait 4. Comme ça. Compliquer davantage les choses. Non, ça ne complique pas. Parce que tout le territoire sera concentré sur les 4 départements. Tout le Bénin sera concentré sur les 4 départements. Moi, je suis de la 17e circonscription électorale. Pendant que ça se déroule dans Borgo, à Lubori, à Takora, donc je peux aller vérifier là-bas parce que l'UNDP a des militants là-bas. Cela me permet de voir ce qui se passe là-bas. On finit là-bas, on descend dans Zoukoline, Mono, Koufo, par exemple, ainsi de suite. Bon, si on peut, en augmentant un peu le personnel et en réajustant, si on peut y arriver, ce serait une bonne chose. Mais cela, c'est surtout la Mirena qui pourra dire comment on peut réajuster pour être dans le temps.
Mais dites-nous, pour contrer un peu la réalisation de la LEPI, enfin, éviter, j'allais dire, les difficultés liées à la réalisation de la LEPI, comme on l'observe aujourd'hui, des députés, vos collègues ont émis le projet d'une loi donc, qui devait mettre fin à cela. Vous dites tantôt que le combat, vous préférez le mener plutôt de l'intérieur, plutôt que de s'associer aux autres. Mais au cas où le consensus auquel s'engage désormais le chef de l'État n'aboutissait pas, vous êtes partant pour que la loi aboutisse? Je vais vous dire ceci. Entre deux mots, il faut éviter le pire. Si nous devons réaliser une LEPI qui conduise à la violence, si les images, les perspectives qui s'offrent à nous projettent cette image, j'ai dit au chef de l'État, je m'associerai aux autres pour qu'on arrête. Je le lui ai dit, je m'associerai aux autres pour qu'on arrête. Je ne suis pas pour qu'on arrête la LEPI. Mais si on n'arrive pas à se débarrasser des goulots d'étranglement, ben, autant l'arrêter pour qu'on n'assiste pas à un chaos. Parce que depuis toujours, on a fait les élections sans la LEPI. C'est vrai qu'il faut progresser. C'est vrai qu'il faut améliorer. Mais si dans la malgouvernance, si dans la façon de faire les choses, il y a de l'opacité qui inquiète, mais tout le monde est d'accord que ça va mal se terminer. Certains disent, sans la LEPI, on va à la guerre civile. Non, ils préparent la guerre civile dans la tête des autres. Mais d'autres pensent qu'avec cette LEPI, telle que ça se déroule, on va à la guerre civile. La meilleure formule, c'est de faire les choses de façon transparente. Vous avez suivi M. Michel Macpénon sur Canal 3. Il a dit des choses claires. Mais ceux-là, pourquoi ne pas les associer? Puisque à la CPS, c'est prévu qu'on ait recours à des experts. Mais pourquoi ne pas appeler M. Macpénon et dire, bon, à partir de maintenant, on passe un petit contrat avec toi. Tu viendras nous dire, échanger avec nous, nous aider à retrouver le chemin. Mais l'honorable Amouda Issifou, ancien député, il semble qu'il avait fait les missions dans certains pays africains pour la réalisation de la LEPI. Il a déposé son dossier pour être de la Mirena. Il n'a pas été désigné. Oh, je pense que c'était un atout. C'était un atout. Tout ce qu'il avait déjà fait sur la LEPI, c'était un atout pour qu'on le retienne. Il n'a pas été retenu. Mais celui-là, on peut encore l'utiliser aujourd'hui comme expert. Pour dire, venez, on va échanger. Il y a tellement de possibilités. Et ça devait provenir de qui? Je vous ai dit que ce que le superviseur général fait, très peu de gens savent ce qu'il fait. C'est le superviseur général qui devait prendre la décision. Mais on aurait pu, en plénière, en décider. Mais je vous dis qu'on travaille sans règlement intérieur. Vous ne pouvez pas suggérer? Mais possible. On travaille sans règlement intérieur. Je vais vous dire. Les réunions, normalement, une structure aussi importante que celle-là, on devait avoir des jours fixes où on devrait se rencontrer pour évaluer, évoquer les sujets en instance, voir s'il y a des choses qu'il faut faire, s'il y a des directions qu'il faut prendre. On n'en a pas. On vous téléphone, on vous dit, vers 20h, on vous dit, je vous appelle de la part du superviseur général, plénière demain à 10h. Voilà comment on évolue. À 10h ou bien un peu avant, on vous dit, c'est reporté à 15h. Vers 15h, on vous dit, c'est à 19h. Voilà un peu comment on évolue. Lorsque nous avons quitté le chef de l'État, certains, vous savez, je dois dire que ce n'est pas en fait un dossier FCBE contre l'Union fait la nation ou contre G13. Et les députés FCBE et nous autres, on s'est réunis, on a dit il nous faut une séance extraordinaire. C'est moi qui ai initié la séance pour récolter les signatures. Mais le superviseur général là, nous a tourné en rond, on n'a pas pu tenir la séance. Puis après, il a programmé une autre séance. Moi, je dis, bon, quand je quitte, moi j'habite Cotonou, je quitte Cotonou pour venir tourner dans Cotonou, tu rentres après, on t'appelle, moi je dis, je ne viens pas. Et quand les gens y vont, les véritables sujets qui doivent faire progresser le renard et la LEPI ne sont pas évoqués. Et puis, les décisions de la plénière, ils s'en préoccupent très peu. Ils s'en préoccupent très peu. Il n'a aucun moyen de le contraindre à cela.
Je vous dis qu'on n'a pas de règlement intérieur. La CPS travaille sans règlement intérieur. Est-ce que ce n'est pas un peu votre faute aussi, vous, membres de la CPS? Oui, la question est très bien posée. Vous savez, dès qu'on a été installé, il y a eu un projet de règlement intérieur élaboré par l'actuel superviseur d'ailleurs, qui l'a fait transmettre par Mme Aholou, qui nous a dit « Ah, j'ai préparé quelque chose, mais dans le débat, on comprendra après. » Mais qui a concédé des pouvoirs extrêmement exorbitants au superviseur général. Mais même Mme Aholou, quand sur des questions pointues, elle est intransigeante, elle dit « Ah non, ça ne peut pas être comme ça. » On a corrigé. Mais dès qu'on a corrigé ces choses-là, par exemple, les passations du marché. Le superviseur devait décider de passer les marchés. On a dit non. C'est des choses délicates. Les ressources du trésor public, il faut les gérer avec beaucoup d'attention. Il faut que ce soit la plénière qui autorise les passations du marché. Mais le superviseur général ne nous a plus ramené copie. Quand on a corrigé, on n'a plus retrouvé les copies. Le chef de l'État nous a reçus en octobre. J'ai dit au chef de l'État, mais dites au superviseur de nous donner le règlement intérieur. Le projet amendé. Oui, amendé, pour qu'on adopte. On nous a distribué un règlement intérieur totalement mutilé. Totalement mutilé. Tout ce qui était contraignant là-dedans pour le supérieur général, on l'a enlevé. Et pourtant, vous l'avez admis comme ça? On ne l'a pas admis. Maintenant, on a demandé en plénière à relire, parce que tout le monde a constaté qu'il y avait trop de choses qui ont été enlevées. On a demandé en plénière à relire pour se rendre compte de ce que c'est pas ce qu'on a dit, puisqu'on a les autres brouillons. Mais ce débat n'a jamais eu lieu à ce jour. Et vous avez laissé les choses se poursuivre. Écoutez, vous savez, nous sommes dans un système de majorité-minorité. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans un système de majorité-minorité. Même ceux qui sont majoritaires aujourd'hui, ils sont dégoûtés. Mais je ne sais pas ce qui les empêche de réagir comme nous autres, nous le faisons. Ils sont dégoûtés parce que l'échec de ce que nous sommes en train de faire va entamer notre honorabilité à nous tous. L'échec de ce que nous sommes en train de faire, ça va nous entacher tous. Moi, j'ai été heureux de me retrouver à la CPS parce que je dis, on enseignera un jour aux enfants. L'équipe qui a fait la LEPI, on citera à Rossi. Mais aujourd'hui, je me demande si, ça fait bien dire. À la limite, si je n'ai pas le remords d'appartenir à la LEPI. Vous avez dit échec. Le regret. Vous avez dit échec. S'il arrivait effectivement que le projet n'aboutissait pas, l'investissement concentré aujourd'hui aurait servi à quoi? Comment on peut récupérer? C'est tout cela l'interrogation. C'est sur tout cela qu'on s'interroge. Les bailleurs de fonds. Le PNUD qui s'implique, qui se jette dedans. Il faut y aller, il faut réussir. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils ont commencé à avoir les plumes mouillées, hein, parce que tel que ça se passe, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Les réunions, parfois, eux-mêmes, ils programment, le superviseur ne vient pas. Il ne vient pas. Bon, alors, on a l'impression, et c'est d'ailleurs ça la réalité, il fait les choses comme il veut, comme ça l'arrange. Oui. Bon, moi, je le croise dans la ville avec... Girofa, une meute de policiers dans un véhicule derrière. Moi, je dis, mais est-ce qu'on en a besoin? Mais ça fait des frais. À part les réunions formelles, est-ce que vous ne vous rencontrez pas entre membres de la CPS, vous ne rencontrez pas notamment le superviseur, vous n'échangez pas sur ces points? Oui, mais les choses qu'on dit là, on n'a pas besoin de les dire, d'aller en catimini avec le superviseur pour les dire. Ceux avec qui il peut avoir des séances de catimini, ceux-là, certainement, lui en parlent. Moi, j'ai fait une émission sur Canal 3 le 25 octobre où je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé. Certains ont trouvé que j'ai été trop dur. Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça nous a rendu service. Parce que le secrétariat de la CPS était quelque part en ville où on ne savait pas. Alors qu'on a le PLM à Lédio. Mais le 26 au matin, on a déménagé tout au PLM à Lédio. C'était déjà une avancée. Bon, voilà un peu ce que je dis par rapport aux difficultés et puis notre gêne par rapport aux sous qui sont engagés, parce que c'est pour ça que je parlais de scandale politico-financier si cela n'aboutissait pas.
On s'est longuement étalé sur la LEPI, donc on va évoquer à présent le budget rejeté, mais mis en exécution par ordonnance par le chef de l'État. Quelles sont les implications, quelles sont les conséquences de ce thème? Oui, je dois d'abord vous dire que le budget tel qu'il nous a été présenté était porteur de beaucoup d'inquiétudes. De beaucoup d'inquiétudes sur lesquelles nous avons attiré séparément ou parfois conjointement l'attention du gouvernement. Conjointement avec la mouvance, vous voulez dire? Bon, pas avec la mouvance. Quand je dis séparément, moi, j'ai fait des remarques pendant les études budgétaires. Il y a eu l'Union fait la nation qui s'est regroupée pour ressortir les coquilles, c'est ce que j'appelle les coquilles, je ne sais pas si j'exagère, et qui a fait des propositions. Des propositions auxquelles on nous a associés par la suite et qu'on a trouvé parfaitement justifiées. Mais le gouvernement n'a pas voulu vraiment corriger les choses. Et mieux, vous savez, nous sommes dans une procédure, dans une démarche où nous sommes un pays sous-développé. Nous avons besoin d'aide pour régler nos problèmes. Le Fonds monétaire international n'a pas été associé à la préparation du budget. Désormais, nous sommes sous la coupe du FMI. N'a pas été associé alors que il y a des déficits, il y a des recherches de ressources pour équilibrer le budget. Nécessairement, ceux-là doivent intervenir. Ils n'ont pas été associés telles que les choses se sont faites. Vous avez entendu parler en temps de deux budgets. Moi, je ne vais pas revenir sur cette question, mais c'est qu'il y avait des chiffres qui circulaient, les uns ne ressemblaient pas aux autres. Tout cela n'a pas été vraiment bien clarifié. Et on a constaté que l'ancien budget, c'est rare les ministères qui ont exécuté leur budget à hauteur de 30%. Lorsque vous avez, vous avez 500 francs que vous devez dépenser dans la journée, vous n'arrivez pas à dépenser les 500 francs. Vous dites le lendemain, je vais dépenser 700 francs. D'abord, vous n'avez pas pu rassembler les 500 francs. Donc, vous n'avez pas fait les dépenses. Le lendemain, vous dites, c'est 700 francs que je vais dépenser. Alors, tout ça là, c'est des choses simples. Il faut les prendre aussi simplement que ça. Tout ça là a fait que le débat n'était pas bon. Le gouvernement a voulu que l'on pense que ça marche, que ça progresse. Oui, mais on vous a opposé qu'il faut avoir de l'ambition. Mais il faut avoir de l'ambition mesurée et raisonnable. Moi, je réponds comme ça. Il faut avoir de l'ambition mesurée et raisonnable. Ben, ce n'était pas réaliste. Les chiffres qu'on nous a amenés n'étaient pas réalistes. Bref, ça c'est entré dans le passé. On a rejeté le budget. Mais le Fonds monétaire international devait venir à la fin du premier trimestre pour faire une évaluation. Alors, moi je me demande, aujourd'hui, que le budget que nous exécutons n'associe ni la représentation nationale, ni les institutions de Bretton Woods, je me demande si ce n'est pas des nuages qui pèsent sur l'année 2010. C'est-à-dire? Bien sûr, parce que le peuple que nous représentons n'a pas adhéré à ce projet de budget. Nos partenaires qui doivent nous aider n'ont pas été associés. Comment dites-vous que les partenaires n'ont pas été associés? Non, mais je le dis parce que je le sais. Posez la question à un membre du gouvernement si le FMI ou les partenaires de développement ont été associés à la préparation du budget. Moi, je vous dis ce que je sais. Posez-leur la question et qu'ils vous disent le contraire. C'est eux qui ont réclamé le budget, non? Le montant du budget. Non, c'est ça qui a fait le débat. Non, ce n'est pas le budget qu'ils doivent réclamer. C'est pendant la phase préparatoire qu'il faut s'associer avec eux. Parce que vous avez suivi, il y a une mission du FMI qui est passée ici. Je ne sais pas si vous avez suivi leur déclaration quand ils ont quitté le chef de l'État. Les dépenses sont excessives. Les dépenses que nous faisons dépassent le poids de notre économie. Et puis, la façon dont nous dépensons.
les ordres de paiement qui étaient chiffrés au-delà de 400 milliards. Les ordres de paiement, c'est l'exception dans la gestion. Il y en avait un peu trop. Et les rubriques qui ont été les mieux consommées, ben, c'est les rubriques où il n'y a pas grand contrôle. Les rubriques où on met l'argent dans une brouette pour aller donner aux voisins parce qu'il y a inondation. Ces rubriques-là ont été consommées à plus de 70%. Mais les choses qui nous concernent, l'investissement public, mais c'est autour de 30%. Alors, vous voulez qu'on laisse ce gouvernement-là faire comme ça? Il y a eu des corrections. Ils n'ont pas voulu. Ben, le chef de l'État, tout le monde savait qu'il a la possibilité de prendre l'ordonnance. Ça n'a été la surprise pour personne. D'autres ont évoqué qu'il avait la possibilité également de prendre le 12e provisoire. On le lui a conseillé. Mais je crois que c'est une question de... Bon, je dirais... C'est lui le chef, hein. Il choisit comme les deux possibilités s'offrent à lui. Il choisit ce qu'il pense qu'il peut l'arranger. Mais moi, j'ai pensé que le 12e provisoire nous aurait permis de continuer le débat. Malheureusement, tout ça là est du passé. On verra ce que nous réserve l'avenir. Eh bien, le débat se poursuit ici avec votre formation politique, l'UNDP. Comment se porte aujourd'hui ce parti politique? Oh, merci. Je doutais bien que à cette émission, vous ne parliez pas de l'UNDP, mais je vous dirais que l'UNDP n'est pas au mieux de sa forme. La crise de septembre est encore présente. Ben, la crise devait être résorbée par la tenue du congrès, parce que depuis fin août, le bureau dont je suis membre était en fin d'exercice depuis fin août. Mais à la date d'aujourd'hui, on n'a pas tenu le congrès. Et je suis incapable de vous dire quand il aura lieu. Pourquoi il n'a pas eu lieu? Qu'est-ce que les tests prévoient? Bon, mais les tests, normalement, lorsqu'on est à 6 mois ou même à 4 mois, on commence à préparer le congrès. Personne n'en a parlé. C'est à la suite de la crise que certains parmi nous ont dit, mais il faut qu'on aille au congrès parce qu'il y avait des questions pointues. Il y avait des questions assez sérieuses, comme l'appartenance à l'UMPP. Qu'une, elle a décidé, l'autre, elle n'est pas d'accord. Mais le congrès aurait permis de clarifier tout ça. Mais je constate, et certains de mes collègues, mes camarades avec moi, que l'aile qui préfère être à l'UMPP fait traîner les choses. Parce qu'il semblerait qu'il y a un remaniement en vue. L'UNDP est en train de se battre pour entrer au gouvernement. Ça nous donnerait certainement plus de force pour mieux organiser le congrès. Mais le fait de n'être pas encore allé au congrès fait que la crise persiste. Ça, si je vous dis autre chose, je vous aurais menti. Nous étions partis dans de bonnes dispositions d'esprit pour dire il faut calmer le jeu, il faut faire ci, mais je crois que la crise est encore là. Et j'ajoute que, en fait, c'est un peu comme dans tous les partis politiques. Il y a deux grands courants. Il y a le courant de ceux qui tirent leur légitimité, leur force des élections. Il y a ceux qui veulent tirer leur force des nominations. Et c'est en fait ces deux camps qui s'affrontent un peu à l'UNDP. Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller au gouvernement, mais qui malheureusement, à l'intérieur du parti, ils ne sont visibles que par leur nom, mais qui pensent qu'il faut aller au gouvernement, et c'est ça qu'ils veulent aller chercher leur force au gouvernement. Moi, je vais chercher ma force au sein des électeurs. Donc, malheureusement, il y a ces deux camps, comme dans tous les partis, et c'est ça qui bloque un peu les choses, c'est ça qui dérange un peu les choses. On vous dira... Je suis à l'UNDP depuis 90. Parce que moi, je n'y suis allé qu'en 2005. Et je l'ai déjà dit, à la suite de mes amitiés personnelles avec le président Émile Derlin Zissou, de qui je continue de tirer beaucoup de choses.
beaucoup de choses parce que, vous savez, à son âge, il a traversé pratiquement le siècle. Alors, il y a tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous apprendre. Il a vu et revu. Mais je suis arrivé en 2005. Cela ne me donne pas des tickets face à ceux qui pensent qu'ils sont arrivés depuis 90, mais qui n'apportent rien au parti. Ils viennent profiter du parti, ils disparaissent. Quand ils finissent de brouter, ils reviennent chercher, ils repartent. C'est ça qui fait la difficulté. Mais je crois que avec le concours du président Zissou, qui ne nous impose du reste rien parce qu'il écoute, il calme, il conseille. Mais avec son concours, je crois que nous tiendrons le congrès pour clarifier les choses. Mais ce concours est longtemps attendu. Oui, vous savez. On a dit que le président Zissou était à l'extérieur, mais depuis il est revenu. Oui, le président Zissou est rentré, mais pour harmoniser les points de vue, parce que les points de vue se sont très éloignés les uns des autres. Pour les harmoniser et nous conduire au congrès, ce n'est pas chose facile. Et puis, à son âge, il a besoin de se reposer. Il a d'autres choses à faire et il n'a pas que ça. Mais il s'y met. Je crois que nous finirons par aller au congrès sans attendre nécessairement qu'il y ait remaniement et qu'on gagne un poste d'abord. Donc c'est clair pour le débat qui avait amené à la crise, si on peut le dire ainsi, l'appartenance de l'UNDP à l'UMPP ou non. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si effectivement cette formation politique appartient à ce regroupement de la mouvance. Moi, je suis vice-président de l'UNDP, je ne suis pas membre de l'UMPP. Eh bien, on évoque avec insistance l'imminence d'un remaniement ministériel. Est-ce que Léon Basile Ahossi a été de nouveau contacté pour appartenir au gouvernement de Yaya Boni? Lorsqu'on sait qu'il y a quelques mois, alors que vous étiez proposé au poste de ministre de l'Environnement, vous avez dit non à cette sollicitation. Merci. Je crois que la presse revient fréquemment sur cette question. Non. Ahossi, c'est un citoyen comme les autres que le chef de l'État peut contacter au moment quand il a envie de modifier son gouvernement. Et je dois dire que, sans dire que j'ai été pas personnellement contacté, que la façon dont ça se passe aujourd'hui est meilleure à ce qui s'était passé avant. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si à l'UNDP, nous, on se bouscule sur sa porte pour qu'il nous engage, qu'il frappe à la porte de certaines personnes pour prendre leur avis, pour demander qu'ils viennent et l'aider. Il le fait. Mais pas moi particulièrement. Pas moi particulièrement. Mais je sais qu'au sein du G13, c'est des choses que nous partageons ensemble. Le chef de l'État souhaitait que certaines personnes viennent dans l'équipe. Bon, ils réfléchiront et ils donneront leur point de vue. Vous savez que le G13, c'est un ensemble de partis politiques. Donc, ce n'est pas forcément... La décision ne sera pas uniquement au niveau du G13, mais aussi à partir de leur parti. Avant le G13, est-ce que l'UNDP ira au prochain gouvernement? Il y aura un membre de l'UNDP au prochain gouvernement? Il y a des membres de l'UNDP qui se battent pour, mais je voudrais vous rassurer, Ahossi peut servir la nation, peut même servir les causes des forces Kouri, mais je n'entrerai pas au gouvernement. Et qu'en est-il du G13? Vous l'évoquiez en effet. Oui, il y a des contacts. Ça, je ne vous le cache pas. Il y a des contacts. Il a même des noms, il n'a plus que des contacts. Oui, il y a même des noms. Moi, même en temps, mon nom a été réévoqué, s'il faut parler ainsi. Il y a des contacts. Moi, je crois que cela fait partie du jeu politique. C'est normal, cela fait partie du jeu politique. Si on a estimé lundi que la façon dont ça a été fait, ce n'est pas bon, et que mardi, on change la façon, et qu'on se corrige, on corrige certaines choses que vous demandez. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut aller, on fait le débat, ils peuvent aller. Oui, mais est-ce que c'est le courant dans le groupe? Le courant, comment? Oui, l'opinion. Votre opinion que vous évoquez là, les choses ont évolué du lundi au mardi. Oui, dans le groupe, ce que je dois dire, il n'y a pas une opinion statique dans le groupe. On fait le débat jusqu'à la dernière minute, si le groupe décide. Mais moi, pour convenance personnelle, je ne veux pas aller au gouvernement. Pourquoi? Non, pour convenance personnelle. Mais j'ai dit, je n'ai pas envie d'aller au gouvernement. Les choses s'améliorent, vous avez dit. J'ai dit si les choses s'améliorent. J'ai dit si les choses s'améliorent. Je n'ai pas dit que les choses s'améliorent.
Je ne dis pas non plus que les choses ne se sont pas améliorées. Mais je dis, si les choses s'améliorent et qu'il y a des gens qui pensent... Moi, j'ai fait mes analyses, j'ai vu, j'ai entendu. Je dis, je peux travailler, même avec FCBE, même avec le chef de l'État, sans être nécessairement ministre. Et être G13. Mais le G13, c'était le groupe, la formation charnière qui a permis au FCBE de contrôler l'Assemblée. Donc, nous sommes une force, comment on appelle le truc de... Il y a un truc, un parti en France là qui dit... Du centre. Voilà, on est du centre. Nous sommes du centre. Mais malheureusement, les choses se sont tellement mal passées à un moment donné avec le régime que les gens disent, ah, ceux-là, ils sont du G4, ils sont de ça. Oui, mais tant que si ça se passe comme ça, je vous ai dit tout à l'heure que les gens ont signé un truc pour arrêter la lépie. J'ai dit que je comprends. Et les arguments qu'ils évoquent ne sont pas faux. Mais si c'était le groupe, j'aurais signé. C'est pour vous dire que quand c'est bon, on le fait. Ce n'est pas pour dire que la demande là est mauvaise. Mais ma position de membre de la CPS ne me permet pas d'attaquer de dehors, mais j'attaque de l'intérieur, comme je le fais. Donc c'est pour vous dire que nous sommes ou de la mouvance ou non de la mouvance selon les circonstances. Oui, mais justement, on dirait qu'au G13, plus rien n'est vraiment harmonieux depuis un certain temps, comme vous le dites. Donnez-moi un exemple. Mais je ne sais pas s'il faut déjà faire le débat. Au sujet des élections présidentielles, par exemple, on voit presque ouvertement des gens se prononcer pour tel ou tel candidat. Ouvertement, c'est possible. Mais je dis que c'est un débat interne. C'est un débat interne et c'est difficile de dire à tout le monde de penser la même chose. Le débat, on le fait à l'interne et il se poursuit. Et peut-être que l'opinion aura la surprise de voir que le G13 a désigné un candidat si nous harmonisons cela avec nos formations politiques. C'est possible. Donc, il y a des débats à l'interne sur la question, mais à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire voilà c'est ci, voilà c'est ça. Au moins dans l'opinion, c'est clair que le G13 n'aura pas un candidat derrière lequel tous les députés de ce groupe vont s'aligner. Vous partagez cela? Moi, je ne sais pas si l'opinion a interrogé le G13. Je ne sais pas si l'opinion a interrogé le G13. Mais le débat est en cours et je crois que c'est l'expression des positions individuelles qui déborde dans la rue, qui fait qu'on a l'impression qu'on va peut-être se partager derrière les candidats. Mais le moment venu, peut-être qu'on va le faire avec un gentleman agreement. Et on laisse entendre également que 3 potentiels candidats pourront se partager les députés du groupe G13, à savoir le président Yahya Boni, Biochane et Adrien Ngoudi. Qu'en est-il des affaires? Oui, mais je dis, pourquoi rien que ces 3? Il y a d'autres noms qui fusent. Il y a d'autres noms qui fusent. Comme quel nom? Bon, mais les gens ont dit que le président du MCA, qu'il est potentiel candidat. Oui, qu'il est potentiel candidat et c'est peut-être ça qui fait qu'il est un peu à l'ombre. On parle de ceux-là qui ont de côte auprès des députés G13. Vous êtes sûr que lui n'en a pas? Moi, je vais là pour nous le dire. Bon, de toutes les façons, moi je dis le G13 les 3 candidats là vont se partager le G13. Possible. Mais attendons la fin de nos débats. De toute façon, nous avons pris le dernier virage. 2010, c'est le dernier virage. Si quelqu'un le rate, il est dans le décor. On doit pouvoir clarifier les choses, se prononcer. D'ici juin, juillet, la campagne qui a déjà commencé depuis au moins 1 an, va entrer dans sa phase active et vous verrez chacun dans son camp. En plus, vous êtes devant nous là, votre cœur bat pour qui? Pour quel candidat? Non, mon cœur va battre après mes échanges avec l'UNDP et les informations que j'aurais recueillies auprès de mes électeurs. Moi, j'ai une base. J'ai été élu député. Il y a des gens qui ont voulu ça. Mais je discute avec eux. C'est le discours, mais est-ce que ça se fait réellement?
Ah, cela se fait. Cela se fait. Vous le faites? Ah, moi, je suis obligé de le faire parce que j'ai une équipe jeune et personne ne nous donnait gagnant. J'ai une équipe très jeune et quand je dis jeune, la plupart, c'est des enseignants, c'est des intellectuels. C'est eux qui sont les chefs de section, s'il faut s'exprimer de façon militaire, et qui ont leur portion. Si on n'échange pas avec eux, ben, je serai un général sans troupe. Donc, moi, je vais discuter avec eux. Mais j'ai dit au président de la République qu'il n'est pas exclu que je me retrouve dans son équipe de campagne à la veille de mars 2011. Je le lui ai dit. Mais tout ça là dépendra. Et puis, si ce n'est pas ce que je pense, quand les autres, mes électeurs me diront « Ah, nous voulons si », je leur dirai pourquoi il ne faut pas qu'on fasse ça. Mais si c'est eux qui l'emportent, je le ferai. Parce que la politique ne se fait pas de façon solitaire. Voilà. Mais juste là, vous n'avez pas évoqué le débat. Mais à tort ou à raison, certains trouvent que vous êtes pro-Mbedi. Ah, ça, c'est maintenant que je l'entends. Ce que j'ai entendu jusque-là, et au sein de l'UNDP, je suis pas de ceux qui suscitent la candidature ABT. Ah bon. C'est ça que j'avais entendu. Maintenant, alors, voilà un autre son de cloche, mais ça s'enrichit, là. Est-ce que, au moins, tout au moins, la question a été évoquée au sein de votre groupe, je veux dire le G13? Le G13 discute de la question. Au moins une fois? On en discute plusieurs fois. On en discute. Qu'est-ce que nous allons faire? Soutenir un candidat? Avoir notre candidat? Ou, en fonction de la géopolitique, laisser chacun retourner à sa formation politique et faire les choses comme sa formation politique l'a décidé, ou influencer nos formations politiques à partir du noyau du G13. On est en train de faire le débat. On le fait. Et on va tirer les conclusions à temps. Parlons d'un autre sujet à présent. Le Bénin fête ses 50 ans d'indépendance le 1er août prochain. Mais apparemment, à part les aspects festifs de l'événement, on n'évoque pas vraiment des sujets ou un sujet de réflexion. On n'a pas l'impression que c'est au moins un moment d'arrêt pour penser le pays, faire le bilan, lancer des perspectives. Oui, merci de l'évoquer. Il y a des groupes qui le font. Je sais que les gens de l'Union fait la nation, je sais qu'ils sont un groupe de réflexion qui se dit, mais 50 ans après, où est-ce qu'on est allé? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a raté de faire? Je sais qu'il y a le président Lazare Sekoto qui anime un groupe de réflexion dans ce sens. Bon, maintenant que eux, ils n'ont pas la radio et la télévision, ils ne peuvent pas faire du tintamarre autour. Mais je pense que le gouvernement aussi devait susciter une réflexion autour de la question. Mais apparemment, le gouvernement ne le fait pas parce que si jamais il le faisait, je crois que le RTB aurait annoncé les couleurs. Donc la question est pertinente. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse parce que il y a des pays qui, il y a 50 ans, étaient aussi pauvres, aussi nécessités, j'allais dire, que nous, mais qui aujourd'hui sont en train d'émerger. Lorsque nous sommes là à parler du Bénin émergent, bon, l'Afrique du Sud fait partie des pays émergents et je ne peux pas vous dire le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Même la Côte d'Ivoire, que nous ne pouvons pas rattraper avant 1 ou 2 décennies, ne fait pas partie des pays émergents. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on arrête avec les slogans et qu'on se mette vraiment à réfléchir. C'est vrai, il faut qu'on fasse une réflexion. Sinon, le temps passe et il y a des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre quand les générations futures vont nous les poser. On est reparti dans la 17e circonscription électorale à laquelle vous appartenez précisément à Timé. Est-ce qu'il y a des problèmes de conseillers révoqués, enfin, dont les sièges auraient été invalidés, comme l'a observé tout récemment à Covey? Bon, c'est un problème national, hein. C'est un mal national. Moi, j'ai quelques déçus des dernières élections qui ont tenté des actions, notamment l'ancien maire. On nous a attaqué sur l'arrondissement de Adoum.
On a attaqué le G13. On a attaqué le G13 sur l'arrondissement d'Adoum. Ils n'ont pas réussi. Ils ont été déboutés. Ils ont attaqué sur l'arrondissement central d'Atimé. Le débat est en cours. Mais moi, je reste serein parce que pour avoir assisté aux audiences, moi, je fais confiance aux juges de la Cour suprême. Ils régleront. Parce que les arguments qu'ils évoquent, vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on a ces problèmes-là. Mais en fait, le vrai problème, c'est quoi? Les FCB veulent reprendre le pouvoir partout où ils n'ont pas été élus à la tête des mairies. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui se passe. Et vous avez vu à Kovet, dès que ça a été fait, ils ont changé le maire. Mais à Dogbo, où ça a été fait depuis où les ADD ont repris le dessus, on n'arrive pas à reprendre les élections. Mais je dois dire à ceux qui donnent ces mauvais conseils-là au chef de l'État que ce ne sont pas les maires qui vont voter en 2011. C'est les mêmes peuples, les mêmes populations qui ont voté pour ADD, qui ont voté pour G13, qui suivront leur leader. Ce ne sont pas les maires. Les maires pèsent quoi sans les populations. Donc moi je crois que ces choses-là qu'on fait, puis qui ne font pas honneur à notre pays. 2 ans après, on n'a pas fini avec les élections sous prétexte que Todjinou aurait fait ci, Todjinou aurait fait ça. Mais je le leur ai dit, les mêmes gars qui ont perturbé Todjinou dans son travail, les mêmes gars se retrouvent encore dans les nouvelles structures qui sont en train de nous préparer pour les élections de 2011. Et beaucoup un sujet plus apaisé, honorable Léon Basile Arossi, est-ce que vous avez suivi le match des écureuils hier contre le Nigeria? J'avoue que j'ai suivi. Les écureuils ont perdu le match, mais j'étais fier d'eux. Ils m'ont émerveillé. Bon, je comprends pas beaucoup les règles du football, mais j'ai estimé que le penalty qu'on a sifflé contre nous était un peu exagéré. Comment? Oui, parce que j'ai discuté avec certaines personnes. Le joueur n'a pas envoyé sa main vers la balle. La balle circulait et a frôlé sa main. Il paraît que c'était une faute vraiment mineure. Et puis, pour la circonstance, déboucher sur un penalty, c'était un peu trop dur. Mais j'avoue que j'étais un peu fâché contre eux à l'issue du match avec le Mozambique. Mais hier, j'ai été heureux. J'ai retrouvé ma fierté sportive d'être béninois. Est-ce que vous accompagnez les écureuils? Ah oui, mais ce que je dis là, ça les accompagne. Maintenant, lorsqu'on dit on a ouvert des comptes, il faut donner les sous là. Vous savez, il y a tellement de gaucherie qui se passe dans la façon dont ce régime gère les sous que moi, je ne veux pas envoyer mes sous à l'aventure. La richesse des questions posées et des opinions émises montre bien l'intérêt que nos concitoyens accordent à la question. Ben, je vais répondre pêle-mêle parce qu'il y a des intervenants qui n'ont pas posé de véritables questions, qui ont émis des opinions. Mais à ceux qui ont posé des questions, je vais commencer par répondre. Je vais commencer peut-être par notre dernier intervenant, M. Ekmenda. C'est vrai que en septembre, les honorables Tchokodoy, Bediga et moi avions envoyé une lettre pour suspendre nos activités de la CPS. C'était déjà un coup de sémence, c'était déjà l'alerte que nous donnions en ce moment. Ce qui arrive aujourd'hui, qui se perpétue, qui fait qu'on s'enlise, les choses, il y avait déjà les signes précurseurs. Beaucoup de gens pensaient que c'était parce que c'était l'opposition ne veut pas de ci, ne veut pas de ça. Non, mais aujourd'hui, je comprends nos collègues FCBE qui sont au sein de la CPS. Ils ont des obligations, ils ont des engagements politiques qui font que
ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire les choses aussi simplement que nous. Mais je vous assure que dans leur état-major, ils s'en plaignent. Ils s'indignent. Mais aller jusqu'au bout signifiait que nous démissionnions de la CPS. Or, nous avions été désignés par l'Assemblée. Nous avons prêté serment devant la Cour constitutionnelle. La reprise de tout cela, parce que nous avons eu des échanges très fructueux avec le système des Nations Unies quand nous avions envoyé notre courrier. La reprise de tout cela, alors que nous étions déjà dans des délais limites, n'aurait pas arrangé les choses. On se serait présenté comme des gens qui ne veulent pas du tout du processus. Le superviseur général a pris des engagements devant nos partenaires du système des Nations Unies. Et je dois vous dire, pendant que nous avions suspendu nos travaux, il a profité, il a bloqué la Mirena, et il a fait des désignations à la place de la Mirena, sous prétexte qu'il y a un article de la loi qui nous autorise à prendre des dispositions s'il y a des difficultés. Moi, je n'ai pas vu la difficulté, mais on a dit à la Mirena, vous ne commencez pas à travailler avant telle date. Et ça, on leur a dit par écrit, on leur a dit, non, 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 vous restez tranquille. Donc, les choses avaient déjà commencé. Mais nous avions pensé qu'il fallait alerter l'opinion. Nous l'avions fait et je crois qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. La phase de la cartographie censitaire est arrivée à terme, a dit notre ami Penda. Bon, moi je dis, tant que tout le monde n'a pas été recensé, tant que les travaux n'auront pas été évalués de façon exhaustive, je ne peux pas dire que c'est fini. C'est vrai que dans le délai est déjà passé. Mais moi-même, membre de la CPS, mon village n'a pas été encore traité. Bon, donc voilà autant de choses, autant de dysfonctionnements. Ça, c'est le travail de la Mirena. La Mirena devait encadrer ces gens-là. Mais je vous avoue que la CPS a voulu faire tout et tout du début à la fin à la place de la Mirena. Et voilà un peu les conséquences des choses dont nous parlions plus tôt. Et ceux qui ne le comprennent pas pensent qu'il y a des problèmes de conflits individuels. Non, non, il n'y a pas de conflit individuel. Nous voulions que chacun joue son rôle. Les gens de la Mirena que nous avons recrutés, c'est vrai que c'est nous qui les avons recrutés, mais c'est de grands cadres, de très grands cadres. Quand on a lu leur CV, quand on a vu leur diplôme, mais des docteurs en ceci, de grands ingénieurs en cela, mais c'est des gens à qui on devrait laisser le terrain pour qu'ils fassent les choses. Nous supervisons. Ils sont sous notre contrôle. Mais la loi n'a nulle part dit qu'il faut se substituer à eux. Mais là, la CPS se substitue à eux et le superviseur général s'est substitué à la CPS. Et vous comprenez les conséquences de tout ça. Donc, moi, je crois que nous devons continuer à avoir de la patience, à chercher à améliorer les choses. Nous devons nous battre pour que ça se passe mieux. Mais moi, le moment venu, je dirai ce que j'ai pu faire, puis on situera les responsabilités. Le superviseur général va-t-il défier tout le monde? Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a que nos amis majoritaires FCBE ont des décisions qu'ils peuvent nous amener à prendre, mais tant que nous serons 3, 4, 5, 6 sur 15, nous ne pourrons pas vraiment inverser l'ordre des choses. Ce n'est pas qu'on veuille nécessairement le faire sauter de là, hein, mais lui imposer de respecter les décisions des plénières, de respecter ce qu'on doit faire pour que la LEPI marche. Oui, il n'y a personne pour l'arrêter. Me dit ici bien madame que non, je crois que le nombre qu'il faut pour l'arrêter, on n'arrive pas à rassembler ce nombre-là. Règlement intérieur, c'est vrai, nous n'en avons pas. Je continue de le dire, nous n'en avons pas. Et les autres membres sont d'ailleurs d'accord avec moi. Nous n'avons pas. Mais monsieur Moubo a parlé d'un écran électronique qui est sous le passage supérieur. Moi, je n'ai pas fait attention, mais je vais le vérifier.
Et vous savez, ces sociétés, ces multinationales qui sont avec nous et qui nous exploitent ont extrêmement peur des dirigeants. Et si c'est ce que le chef de l'État leur a demandé, ou bien c'est eux-mêmes qui l'ont proposé, ce n'est jamais gratuit. Et s'ils ont discuté de ça, que c'est faisable, s'ils ne le font pas, mais on leur mettra le fisc aux trousses. Mais moi, je vais vérifier, je crois que je vais apporter le débat au niveau de mes collègues de l'Assemblée. Et puis, comme c'est aussi sur le territoire de la mairie, je vais échanger avec la mairie de Cotonou là-dessus pour voir dans quelles conditions ça se fait. Et puis, on en parlera amplement. C'est vrai, nos amis, le chef de l'État est en campagne depuis plus d'1 an. On utilise les médias d'État abondamment à cet effet. Mais ça n'est pas bien grave. Le peuple saura trier le bon gré de livret. La RB et le superviseur général, vraiment, je voudrais ne pas accuser sur ce plateau la Renaissance du Bénin. Parce que moi, personnellement, j'ai échangé un peu avec le premier adjoint au maire de Cotonou, M. Eliadi Soglo. Je crois que quand on ne l'approche pas, on ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. Et j'ai échangé avec lui. Ce n'est pas sûr qu'il partage ce que fait le superviseur général. Mais ils ont des méthodes de fonctionnement à l'intérieur de leur parti. Vous avez suivi aussi avec moi M. Macbenon sur Canal 3. Je crois qu'eux-mêmes, ils continuent d'en discuter. Et ils feront. Je continue de croire, je compte sur la RB pour faire ce qu'elle peut faire pour aider le pays à avancer. Parce que là, ça n'avance pas. Oui, M. Agbodjema a parlé de la pression fiscale. Oui, la pression fiscale a augmenté de 5 points, ça c'est vrai, c'est ressorti dans le budget. La taxe sur le GSM. Le gouvernement a expliqué en disant que l'appel international, c'est celui qui appelle, qui paye cette taxe. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Parce que moi, mon portable peut ne pas avoir de crédit au moment où on m'appelle. Je demande celui qui paye en ce moment. Alors, si c'est l'autre qui appelle, on dit c'est lui qui paye. Je dis non. Parce que, qu'est-ce que je disais? Je dis, celui qui appelle peut ne pas nécessairement payer. Cette affaire n'est pas très claire, je vous l'ai dit plutôt. J'étais en train de chevaucher sur 2 questions. Cette affaire n'est pas claire parce que moi, je continue de croire que c'est celui qui a reçu qui paye. Maintenant, il faut que le ministre de la Communication monte au créneau pour nous expliquer. Parce que lui-même, dans le débat budgétaire, il n'a pas été très brillant. Ça, il faut le dire, parce qu'on a dû lui dire de reprendre son dossier. Comme on dit, il a eu une session de repêchage. Il n'a pas très bien expliqué les choses. Que le gouvernement dise que c'est celui qui appelle qui paye, je ne suis pas très sûr. La chute du coton, nous le constatons avec beaucoup d'amertume. Il semble que cette année, ça va encore chuter, mais attendons de voir. Je crois que j'ai abordé un peu. Le G13 va soutenir quel candidat? Non, nous ne sommes pas encore à cette étape. Le G13 continue son débat. Vous savez, les débats politiques sont très difficiles. Et quelqu'un m'a dit que actuellement, le temps est avancé de prendre mes positions. J'ai dit, je ne veux pas être un général sans troupes. J'ai des électeurs, j'ai un parti. Et tout ça là va s'harmoniser à travers ces structures-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'ai essayé de les survoler. Et voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, monsieur le journaliste, il y a des choses que j'ai oubliées que vous pouvez me rappeler rapidement. Je ne crois pas que vous ayez laissé 2 questions. Ok. Eh bien, voilà qui nous amène tout droit à la fin de cette émission. Merci donc à chacun de nous avoir écoutés. Merci donc à la technique pour la réalisation. On se retrouve dimanche prochain.